consacré à la prise en charge de ces jeunes talents, que ce soit d'un point de vue des institutions qui doivent prendre en charge ces jeunes talents, ou bien définir cette prise en charge de ces jeunes talents. Donc, 6 ans, c'est pratiquement le début de la scolarité, donc c'est 6 ans. Mais certaines disciplines, peut-être M. Hakoumi va aborder, il y en a qui commencent bien avant, il faut le dire. La gymnastique, maintenant un petit peu la natation, on voit que ça commence déjà. Il y a aussi des paliers qui sont définis dans effectivement, loi. Il y a 4 paliers, voilà, M. Bourouila. Donc il y a d'abord déjà la... Comment dirais-je ? Tout à fait. Donc, il y a 4 paliers. Il y a la base, voilà, il y a aussi la spécialisation. Il y a le 3e palier, c'est le perfectionnement. Et enfin, le dernier palier, au niveau de... Je parle de la loi. La loi 1305, c'est la maturité. C'est à faire arriver l'athlète quand il a 18 ans. C'est le haut niveau, c'est le palier supérieur. Donc, c'est ça ce qui est consacré par la loi. Si vous permettez, Baksy Bouloula, pour aborder un petit peu dans le même sens, c'est-à-dire qu'effectivement, le cadre légal existe en Algérie. Je pense que sur ce plan-là, nous avons aussi des lois qui sont amendées, donc les choses sont adaptées au monde actuel. Mais je pense que ce qui fait défaut aujourd'hui, c'est la massification. Parce qu'avant de parler de jeunes talents, avant de parler, il faudrait d'abord vulgariser le sport en Algérie. Alors que, c'est-à-dire en Algérie, souvent, pour accéder à un sport, c'est déjà toute une gymnastique, c'est tout un processus. Parce que, c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est un manque d'infrastructure, justement, c'est toutes ces études-là qui doivent être faites. Est-ce que c'est les stades de proximité qui manquent? Est-ce que c'est... En tous les cas, ce que nous pouvons constater, c'est que la massification, parce que c'est justement en élargissant la base de la pyramide qu'on aura, c'est-à-dire le vivier nécessaire pour pouvoir aller puiser justement ces jeunes talents. Et malheureusement, et encore plus maintenant avec les tentations de l'Internet et de toutes les consoles de jeux, c'est-à-dire aujourd'hui, l'enfant n'a pas cet automatisme et ce n'est pas très facile pour les parents d'aller inscrire un enfant à faire de la natation ou bien aller s'inscrire aujourd'hui, par exemple, pour le secteur qui nous concerne, le football, un enfant ne peut pas jouer au foot s'il n'est pas inscrit dans un club, on va dire, structuré. Alors que par le passé, c'était très facile d'aller jouer au foot. Donc je pense que, et justement c'est là où je me tourne vers notre ami Blayat pour lui demander, c'est-à-dire est-ce qu'il y a véritablement une réflexion, c'est-à-dire au niveau du ministère, qui reste quand même la tutelle, pour c'est-à-dire massifier tous les sports et non pas seulement le football, et permettre c'est-à-dire l'accès au sport aux jeunes Algériens à très bas âge. Effectivement, M. Zotier, c'est vrai que cette idée est en train de... On la développe au niveau du ministère. Je peux vous citer à titre d'exemple ce que vous avez dit maintenant. C'est vrai que le problème, c'est la disponibilité de l'enfant. Effectivement, on le voit. Le rythme scolaire, comme vous avez dit, il y a d'autres centres d'intérêt. Donc, il faudrait que nous, le sport, attirer ces jeunes notre pays est connu pour la richesse de sa jeunesse. On dit à chaque fois 75% de la population sont jeunes. Donc, il faudrait qu'on soit à la page et attirer ces jeunes-là vers la pratique de sport, que ce soit le football ou d'autres disciplines. Chose qui est sûre, c'est qu'actuellement, c'est vrai qu'on voit que sur certaines, il y a des difficultés. C'est vrai que on l'a signalé, la loi existe, le cadre juridique existe. Maintenant, c'est comment mettre tout ça en œuvre sur le terrain. Est-ce que ce cadre juridique, justement, parfois, on a l'impression qu'il n'a pas été au fond des choses, hein. On va creuser les pistes de manière progressive, mais à ce niveau, en parlant de détection, le premier palier, M. Zeti a initié une aventure, comme il l'a dit au début, extraordinaire. Comment avez-vous pu opérer pour la détection, justement, des jeunes talents que vous avez insérés dans votre projet? Il faut savoir, Yassine, que lorsque nous nous sommes engagés dans cette expérience, il nous fallait un partenaire. Parce que, il ne faut pas avoir peur de le dire, à l'époque, nous ne savions pas faire. Nous ne savions pas faire. Aller dans le domaine de la formation, dans le domaine du football, pour nous, en tous les cas, à notre niveau du club, on n'avait pas l'expertise nécessaire. Donc nous nous sommes rapprochés d'un expert qui est Jean-Marc Guillou, qui avait fait à l'époque des expériences en Afrique,
On a dit beaucoup de choses sur ces expériences-là. Après, nous voulions, nous, tirer le meilleur de ces expériences. Et bien sûr, l'adapter à notre modèle en Algérie. Et c'est chose qui a été faite à partir de 2007, lorsque nous nous sommes associés pour justement utiliser son expertise. Et comme le disait Dr Hakoumi, c'est-à-dire moi ce qui m'a plu dans ce modèle, c'était vraiment la prise en charge très tôt, à l'âge de 11-12 ans, de l'enfant pour justement commencer sa formation. Est-ce que ça a été difficile? Ça a été très compliqué au départ parce qu'il faut savoir qu'il faut d'abord extraire l'enfant de son milieu familial, donc il faut une adhésion des parents et beaucoup d'encouragement. Et puis il était aussi important pour nous de prendre en charge convenablement, aussi bien sur le plan sportif, éducatif, mais aussi psychologique, parce que le choc émotionnel est très important lorsqu'on extrait un enfant à l'âge de 11-12 ans de son milieu familial, et souvent quand il est éloigné de son milieu familial, il faut vraiment une prise en charge, je dirais, surtout psychologique, très importante. Et c'est, je pense, là où nous avons véritablement réussi, parce qu'il y a un encadrement psychologique et affectif très important. Et comme nous le disions toujours au départ, l'implication des parents est primordiale. Elle est primordiale. Justement, à ce sujet, le ministère parle de convention entre le sportif ou ses parents, son tuteur, et les responsables du centre de formation. Est-ce qu'il y a eu des conventions dans ce sens entre vous et... Ah, mais vous savez, moi je pense qu'il n'y a pas de réussite s'il n'y a pas une implication totale de la cellule familiale. Parce que c'est peut-être, je dirais, l'élément moteur de la réussite d'une formation. Parce que l'enfant, non seulement se sentira encouragé, mais aussi protégé, aussi bien par sa structure de formation que par ses parents, parce qu'ils abondent dans le même sens, et par conséquent, tout cela va se traduire par une motivation suprême et importante, supplémentaire, pour justement arriver à atteindre ces objectifs qui sont bien sûr fixés pas à pas, à plusieurs niveaux, lorsque l'enfant prend de l'âge. Mais je dirais que l'implication, en tous les cas pour ce qui est de la formation de haut niveau, pour les athlètes, je dirais, de performance, on va dire que l'implication des parents, elle est pour moi essentielle, en tous les cas, en ce qui concerne notre expérience à nous. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, nous avons des réunions périodiques et assez poussées avec les parents, non seulement pour exposer les résultats scolaires de leurs enfants, mais également pour expliquer un petit peu les difficultés que peuvent rencontrer les enfants durant leur formation, leur présence pendant le trimestre ou le semestre. Donc, je dirais que ce cordon ombilical qui doit exister entre la structure de formation et les géniteurs, les parents des enfants, elle est pour moi essentielle dans la réussite de la formation du gosse. Monsieur Hakoumi, en parlant de ces paliers, est-ce que c'est un schéma standard où il peut différer d'une expérience à une autre, d'un club par exemple, à un centre, à une académie, à une académie qui relève de la fédération? Est-ce que les études ont prouvé la véracité, si vous voulez, des méthodes appliquées et cette distinction de paliers? Parce que connaissant l'enfant qui progresse, il se développe, son mental évolue, il y a une transformation biologique. Est-ce qu'il y a des études dans ce sens qui ont valorisé les paliers par le ministère de la Jeunesse et des Sports? Oui. Là, vous mettez le doigt sur, je dirais, l'axe central du débat. Parce que quand on parle de jeunes talents sportifs, ils sont très nombreux à supposer que, et pour être, comment dirais-je, terre à terre, celui qui n'a pas sa place avec les seniors, on le met avec les tout petits. Par rapport à l'encadrement. Par rapport à l'encadrement. Et là, c'est le premier pas d'une grande faute qu'on ne peut pas récupérer. Quand on parle de la formation du jeune enfant, d'une manière générale, du jeune talent sportif, d'une manière particulière, c'est qu'on parle d'un phénomène multidimensionnel, plurifactoriel, où interviennent
un ensemble très complexe de paramètres et de données qui sont liés entre elles. On parle alors de la notion de système. Ce ne sont la formation d'un jeune talent sportif ou ce n'est pas un comportement isolé. Tiens, il tire bien, c'est bien. Non, c'est totalement, on est loin du compte si on compare la formation académique, celle qui est usitée dans les pays qui réussissent dans le sport. Et là, sur ce point, je m'aperçois. Il y a des expériences qui ont été remises en il y a question, des écoles, il y a beaucoup des écoles, il y a des laboratoires, il y a... Alors, je constate qu'il y a en parallèle, il y a les aspects méthodologiques et les aspects de la loi qui sont, je dirais, qui vont en parallèle. Parce que sur le plan méthodologique, la formation du jeune talent sportif, elle repose sur 4 aspects. Et on a parlé tout à l'heure, vous avez parlé de détection. Non, la détection vient après une formation préalable de base. C'est ce que j'appellerais la formation initiale. C'est une formation où on reçoit tout le monde. On donne l'occasion aux enfants de jouer. Cependant, et cette phase initiale, elle va durer 3-4 années. La massification. La massification. C'est à travers, et l'âge idéal, moi j'ai dit 3 ans, je parlais sur le plan maturation nerveuse, mais généralement, 6 ans c'est un âge idéal. Vous savez pourquoi? Pour une simple raison. Il coïncide avec l'âge scolaire. On a oublié que le premier palier de la formation, c'est d'abord l'école. L'école, c'est le lieu de prédilection, de formation de ce jeune enfant. Mais malheureusement, là aussi, à ce niveau, il y a 40 minutes de PS par semaine. Quand ça existe. Quand ça existe, et quand la professeure aura bien l'amabilité de faire cette activité avec son hijab ou avec sa jupe. Donc vous comprenez, c'est un âge d'or. 6 ans, on n'a pas tout le temps 6 ans, on a une fois dans la vie 6 ans. Hein. Et on laisse passer cette période qui est très... C'est là l'investissement, c'est là. C'est à cette époque, à l'âge de 6 ans, qu'il faut commencer à intervenir parce qu'à 12 ans, on peut encore former quelqu'un, mais pas comme... Parce qu'encore une fois, certaines capacités se développent à 6 ans. Et le discours est très long. Qu'est-ce que ça veut dire, le jeune talent, détecter quelqu'un après une phase? Après l'émergence. Après l'émergence. Parce que nous pensons tous que l'aptitude, elle est uniquement d'ordre motrice, une aptitude motrice. Or, c'est encore une fois, c'est une erreur que nous faisons tous. L'aptitude d'abord, elle est mentale. Elle est d'abord mentale. Est-ce que cet enfant sur lequel nous voulons investir, est-ce qu'il a un niveau d'aspiration quand il va avoir 10 ans? Je ne veux pas. Ou ses parents ne veulent pas. On parle de motivation. D'abord, ce sont les aspects motivationnels. Donc, ce sont un aspect mental. Et ce n'est pas moi, le coach, qui va m'occuper de cet aspect mental. Donc, il faudra que je fasse appel d'abord à des spécialistes dans les domaines, pas de la psychologie, mais de la psychologie du sport orientée par la détection. Donc, premier aspect. Donc, je ne vois pas comment l'entraîneur peut avoir réunir toutes ces compétences. C'est pour ça qu'on parle de staff actuellement. Barakallahu fik. C'est là où on parle d'équipe pluridisciplinaire. Et ça, c'est la première chose. D'abord, c'est le mental. Vous aurez beau avoir un enfant très doué, mais qui préfère, lui, faire d'autres activités. La musique, par exemple. Ouais. Il peut avoir une nature qui ne correspond pas aux exigences de telle ou telle discipline. Qui n'a pas ce penchant. Autre chose, on a bien l'aspect psychologique, l'aspect physique, mais l'aspect biomédical, il vous dit non, ce n'est pas possible, parce que cet enfant doit d'abord suivre un traitement médical, parce que voilà ce qui risque. Donc vous comprenez que les filtres, au fur et à mesure, il y a les filtres, il y a 4 filtres, et le dernier filtre pour être un jeune talent sportif, c'est vraiment sur une population de 9 millions de scolaires, comme ça existe actuellement. Si on arrive à avoir 10%, c'est un chiffre énorme sur les 9 millions. Donc, ce sont d'abord 4 conditions sine qua non.
par lequel il est impératif. Bon, ça reste de la théorie, mais c'est comme ça. Je m'adresserai sur ce point à M. Blayat. Est-ce que la loi a prévu toutes ces conditions, toutes ces exigences pour parler justement et légiférer sur une loi dédiée au sport, aux jeunes talents? Actuellement sur cette loi, la 1305, qui est d'actualité. Par exemple, quand on parle de cette prise en charge, déjà à l'âge de 6 ans par exemple, il y a des structures qui sont à même déjà à offrir cet espace. Bon, c'est vrai que l'école, il y a l'éducation physique et sportive, mais en plus, donc dans ce schéma de prise en charge de ce jeune talent, il y a par exemple les clubs formateurs, il y a les académies. Bon, les académies, nous, au niveau des, par exemple, je peux vous donner un petit exemple. Ça nous mène à parler justement des institutions qui sont en charge, voilà. Donc il y a les académies, par exemple, cette tranche d'âge de 6 à 11 ans qui est le début. Donc il y a ces académies qui viennent pour apporter au niveau pratiquement des 48 wilayas actuellement. C'est vrai qu'elles activent. Elle relève de quelle Elle relève des directions de la jeunesse et des sports. Donc sur les 48 wilayas, nous avons des académies pluridisciplinaires donc, qui prennent... C'est récent. On a commencé il y a déjà 3 ans. Voilà, 3 ans de cela. Et le rôle, c'est du moment que c'est régional, c'est wilayal. C'est sur les 48 wilayas, pardon. C'est la détection. Voilà, ils sont en charge de cette tranche d'âge des 6-11 ans pratiquement. Et ils travaillent en collaboration avec sur le plan local, avec les clubs formateurs. Donc les directions de la jeunesse viennent ils apportent en matière d'encadrement technique, donc ils apportent tout ça et en matériel pédagogique, donc pour prendre en charge ces jeunes-là déjà. Donc ça c'est un premier point. Puis il y a d'autres, bon maintenant si vous voulez on peut encore développer, donc il y a d'autres, il y a le sport-études qui vient après. Il y a les classes études. Les classes sport-études. Les collèges. Effectivement, les collèges, les lycées sportifs, nous avons les écoles nationales qui ont été créées et qui est depuis 2010 et qui sont actuellement, on peut donner l'exemple, dans votre reportage, on a cité l'exemple de Sétif, l'école nationale, qui est active depuis 2012. Bon, il faut reconnaître que depuis pratiquement ces dernières années, il y a eu au niveau de structure d'accueil pour prendre en charge ces jeunes. On parle des académies, on parle des lycées sportifs. Maintenant, le lycée sportif, il y a un lycée sportif national, il y a des lycées sportifs régionaux. Les écoles nationales, maintenant, spécialisées. Donc, nous avons, par exemple, les écoles nationales spécialisées en tout ce qui est sport nautique, subaquatique. Il y a une école nationale, une école régionale. Les sports équestres. L'école olympique de Sétif, et il y a une annexe au niveau de Biskra. Bon, ça commence à se concrétiser. Donc on peut dire que actuellement... Les infrastructures existent, ou bien les structures existent sur le plan réglementaire sur le terrain. Je peux vous donner... D'accord. Mais je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais on a comme l'impression que chacun a sa propre préoccupation. Et il n'y a pas de communication, il n'y a pas de relais, il n'y a pas de courroie de transmission entre toutes ces structures qui sont là, qui existent, parce que on constate sur le terrain, si vous permettez, bien sûr, que les clubs sont livrés à eux-mêmes. Il y a un entraîneur qui arrive, il vous dit moi je vais faire une école de basket, l'autre qui est là, je prends en charge les enfants de 4-5 ans au tennis, etc. Et on parle de clubs privés qui parlent d'académies, des fédérations. Et là, on ne sent pas qu'il y a une cohésion, qu'il y a une stratégie clairement définie par la tutelle, premier responsable du secteur. Bon, sur ce point-là, M. Boulouila, je peux vous dire que depuis maintenant ces 3 dernières années, le premier, c'est-à-dire nous, il y a maturation de cette idée pour la mise en application. Qui c'est qui la met en application? C'est les relais, c'est-à-dire qu'il faut descendre au plus bas, c'est-à-dire le club, c'est les fédérations. Donc tout ça, on doit... Quel travail qui doit être nécessairement fait en direction justement de ces clubs, de ces académies? Est-ce qu'il y a des rencontres? Est-ce qu'il y a une explication de la loi, de ce que les uns et les autres peuvent bénéficier
en matière de matériel pédagogique, de financement peut-être, d'encadrement, de formation, de l'encadrement. Pour ça, il y a des rencontres qui se font, par exemple, au niveau des académies, au lancement de ces académies. C'est vrai que maintenant, on essaie de trouver déjà l'ancrage juridique de ces académies. Déjà, il faut le dire, actuellement, elles agissent en tant qu'association, elles ne sont pas encore... Donc, c'est en train d'être maturé. Mais je peux vous dire que sur le terrain, ça travaille. Je dirais que certaines, c'est vrai qu'il y a, au niveau de certaines académies, bon, sur les 48 wilayas, l'expérience a bien marché, de par l'encadrement, de par l'implication des gens, que ce soit les clubs qui ont vraiment adhéré. Sur d'autres régions, c'est vrai que ça commence... On peut dire que ça commence à démarrer. Disons que c'est amorcé. C'est amorcé, c'est en voie. Mais maintenant, c'est vrai. Je dis que c'est vrai qu'il y a tous ces textes, tous ces articles dans cette loi. Maintenant, il faut les concrétiser. C'est pas du jour au lendemain qu'on va les mettre. Mais déjà, commençons déjà. Ces structures existent. Maintenant, à nous de bien les utiliser, à nous de faire, de fédérer que ce soit les clubs, les fédérations, tous les acteurs concernés par la formation, par cette formation de ces jeunes qui est la pierre angulaire. Je peux vous dire aussi que ce n'est que M. Harkoumi me rejoindra dans ça. Il y a 2-3 ans, c'est vrai que la prise en charge des jeunes talents était le parent pauvre au niveau des fédérations. On se focalisait sur les équipes seniors. C'était ça, bon c'est vrai, on peut le dire, c'est la vitrine, mais il faudrait toujours penser à cette relève. Donc ça fait, je peux dire, depuis 3 ans où les fédérations prennent conscience, les fédérations ou bien les clubs. C'est vrai qu'il y a un manque au niveau peut-être de l'encadrement, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que je sais qu'avec le temps et avec la volonté de tout le monde, on arrivera à mettre en place vraiment quelque chose sur la durée. Il ne faudrait pas que ce soit des trucs épisodiques, mais c'est une durée dans le temps. Je voulais juste rebondir sur ce que disait Seblaïat, l'expert du ministère, parce que je pense que ces dernières années, il y a quand même un effort qui est consenti. Il y a une prise de conscience. Une prise de conscience au niveau du ministère, au niveau des fédérations, pour vraiment prendre en charge ces jeunes talents. Après, nous ne sommes pas capables, nous, de vous évaluer. C'est-à-dire que je pense qu'il y a nécessité de faire des auto-évaluations pour savoir si vraiment le travail qui est fait, parce qu'il ne s'agit pas non plus, c'est-à-dire de réunir entre guillemets, des talents dans un lieu dit, en leur proposant, on va dire, des conditions luxueuses, pour dire que nous sommes en train de faire de la véritable formation. Après, il faudra véritablement, je pense, expertiser et évaluer ce travail année par année pour voir si nous allons dans la bonne direction. Dans la bonne direction par rapport aux objectifs. Définir des objectifs d'étape. Par rapport aux objectifs qui sont mis, prédéfinis à l'avance. Ensuite, il y a un élément qui est important et qu'on oublie toujours, c'est de laisser le temps au temps. Parce que la formation, on ne peut pas commencer un travail pour, c'est-à-dire, essayer d'obtenir des résultats 1 année, 2 années après. Je pense que le travail qui a été initié à travers ces écoles fédérales, on va dire, ou bien initié par le ministère, on doit leur laisser le temps nécessaire pour donner les résultats. Mais il faudrait aussi qu'il y ait un accompagnement à travers, je ne sais pas, un passeport de l'athlète ou bien une sorte de passeport pour pouvoir statistiquement suivre également c'est-à-dire ces athlètes-là. Si demain il rebondit dans un club alors qu'il a été détecté au niveau d'un centre fédéral ou dans un centre du ministère, pour qu'on puisse aussi connaître l'origine de cet athlète-là et savoir s'il rebondit demain au Paradou, alors qu'à la base il a commencé son travail, je ne sais pas, dans une école Fit Tebessa ou Fit Tlemcen. Il faudrait que à chaque moment on sache exactement d'où est-ce qu'il a commencé et où est-ce qu'il a atterri. Je voudrais juste terminer en disant que parfois l'absence de structure donne parfois la possibilité à un certain business de se vulgariser. Parce que quand on parle de football, moi j'attire l'attention sur toutes ces écoles payantes, parce qu'on a fait en sorte à ce que, par exemple, ces écoles payantes deviennent un véritable business où l'enfant, pour aller jouer ou apprendre le foot, les parents doivent débourser 10 000 ou 15 000 dinars par mois. C'est par la loi, ça. Par mois, et on voit des écoles se vulgariser parce que c'est devenu, il
faudrait absolument, Mettre le haut là. ça concerne nos jeunes enfants, et il faudrait que les choses redeviennent à la normale. Parce que je pense que l'accès au sport est consacré par la loi et par la Constitution. Un enfant doit avoir un accès gratuit au sport, même si les parents doivent payer, je dirais, un truc symbolique pour l'assurance de l'enfant, mais je suis toujours remonté contre toutes ces sortes de pratiques business où on oblige l'enfant à payer quand même 10 ou 15 000 dinars par mois. C'est un véritable budget pour la famille algérienne, alors que ce business-là doit être réglementé, quand bien même il peut exister, mais il doit être réglementé par le ministère, parce que ces pratiques-là peuvent devenir dangereuses, alors que il faut mettre le haut là. Il faut mettre le haut là, Monsieur absolument. Hakoumi, il y a eu quand même des expériences qui ont été diligentées par soit des clubs, soit par le biais du ministère. Vous en avez suivi quelques-unes. Mais à certains moments, je ne sais pas si des bilans ont été faits. Et il y a, par exemple, le lycée sportif, à un certain moment, pour ne parler que d'une discipline, il n'y avait pas une liaison permanente, un échange entre les fédérations et le lycée. J'avais eu vent d'une équipe de handball qui s'entraînait et qui étudiait au lycée sportif, mais qui n'avait pas de gardien. Donc, pour les sports individuels, ça peut peut-être marcher, mais pour les sports collectifs, non. Une équipe de handball au lycée sportif où les éléments ne peuvent pas s'entraîner avec leur club et jouer avec leur club. C'est-à-dire qu'il y a des contradictions, il y a des choses à revoir. Est-ce que ça a été fait? Le lycée sportif existe toujours. Il a été alimenté et consolidé par les lycées régionaux, les collèges, etc. Mais est-ce qu'il y a un travail de bilan des enseignements qui sont tirés en évoluant dans le temps? Encore une fois, vous avez encore une fois regardé dans le bon sens, à savoir qu'est-ce qui peut se faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. Et c'est notre devoir. En parlant de lycée sportif, je dirais que, encore une fois, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais d'abord, il y a une question qui se pose. Il y a la scolarité. D'une part. Et il y a le sport. Qui est prioritaire? Quel est l'axe prioritaire dans un lycée sportif? Les deux. Eh bien, je pense que d'abord, un papa voudrait que son fils ait le bac. Le directeur de l'établissement émarge au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Il y a des volumes horaires à respecter. Donc, est-ce qu'il est logique de greffer un système sportif dans un système de scolarité normal? Non, normalement, il devrait être adapté. Est-ce que ce sont les études, des emplois du est-ce que ce sont les études aménagés qu'on va greffer qui doivent être organisées autour du sport, ou est-ce que c'est le sport qu'on doit organiser autour des études? Comment se fait-il qu'un sportif qui doit s'entraîner tous les jours, nous avons 2 jours de repos, quand je dis de vacances, le vendredi et le samedi. Or, les jours de compétition. Or, ce sont des jours très précieux. Vous savez et là, on est obligé de le dire, hein, c'est clair. Est-ce que vous connaissez l'emploi du temps d'un enfant du lycée sportif national? Est-ce que vous savez à quelle heure il se lève? Je pense que c'est à 7 h du matin. 7 h du matin. Vous savez à quelle heure il doit se coucher? Quand il aura terminé ses études. L'étude du soir. Il y a des choses à revoir, M. Hakoumi. Il y a des choses beaucoup de choses à revoir. On s'approche malheureusement de la fin de cette émission déjà. Et je voudrais qu'on aborde un sujet qui me paraît très intéressant et qui nous interpelle tous. C'est le fait qu'on investisse sur un gosse qui, au départ, présente une maîtrise, des capacités physiques. Et à un certain âge, ça disparaît, alors que d'autres sportifs dont le talent n'est révélé que sur le tard. Est-ce que c'est un risque
d'investir sur un certain nombre d'enfants et qu'à la suite, il a d'autres centres d'intérêt, d'autres motivations dans sa vie personnelle qui sont loin de ce qui a été tracé par le centre, l'académie, le lycée ou le ministère. En tous les cas, c'est risque à prendre. Si vous permettez, effectivement, c'est une grosse question et personnellement, je me suis beaucoup documenté sur la formation dans le domaine du football. Après, dans d'autres secteurs, il y a certainement d'autres études. Mais pour ce qui est du football, je pense qu'il faut accepter dès le départ que le taux d'échec soit élevé. Il faut savoir que, pour prendre la formation à la française, en moyenne, pour les centres de formation en France, ce qu'ils appellent, eux, le taux de réussite moyen ne dépasse pas les 30%. Ne dépasse pas les 30%. Donc, à la base, il faut savoir qu'il y a un taux d'échec. Après, bien sûr, il faut toujours relativiser, parce que l'échec, ce que nous considérons, nous, comme échec par rapport au très haut niveau dans le football, ça peut être je dirais, un échec acceptable, à savoir une petite carrière de footballeur dans une division inférieure, ou du moins une carrière qui va lui permettre de s'en sortir. Et ce qui parfois est intéressant, c'est que comme en parallèle, il y a une formation, je dirais, professionnelle ou scolaire, c'est-à-dire que l'enfant, même s'il y a entre guillemets un échec, il peut facilement, c'est-à-dire se réintégrer dans le système social et puis aller travailler, etc. Mais ce qui est important à savoir, c'est que il y a une donnée que nous ne maîtrisons pas, même si nous, à l'âge de 11-12 ans, on peut détecter certaines prédispositions de l'enfant à pratiquer ou à arriver au haut niveau du sport. Mais par la suite, il y a des éléments psychologiques, physiologiques, qui peuvent se révéler déterminants dans la réussite ou pas de l'enfant. Les limites que voilà, et là je pense que nous ne pouvons pas être devins pour, c'est-à-dire prévoir comment sera, c'est-à-dire faite l'évolution de l'enfant sur le plan psychologique, hormonal et physiologique. Et donc ces paramètres-là peuvent faire que le taux d'échec soit assez élevé. Mais je pense que c'est un pari qu'il faut accepter dès le départ. Vous êtes d'accord? Ce sera ma dernière question pour vous, M. Hakoumi, en guise de conclusion. Moi, je pense que quand il y a un système de formation n'est pas une structure isolée. En face d'un système de formation, il y a également un système également de compétition, un système de récupération, un système scolaire, etc. Mais, encore une fois, là dépend le système de gestion d'une manière générale. Vous savez, on demande à un petit enfant ou à un club d'avoir des résultats même en minime. Ils ont eu une coupe, donc ils vont avoir un budget. Faux. Alors, qu'est-ce qui se passe? En ayant cette politique de gestion, qu'est-ce qu'on va faire? L'entraîneur, entre guillemets, parce que encore une fois, celui qui n'a pas les bagages nécessaires, on va mettre avec les tout petits. Or, l'inverse devait se faire. C'est l'entraîneur qui véhicule la plus grande expérience, le plus grand capital. Connaissance. Lui doit servir les petites catégories. Une maison, quand elle est construite par des ingénieurs, par des architectes, elle tient beaucoup mieux qu'une maison qui est construite par... Alors, une dernière chose, les dernières statistiques font, que j'ai survolé les statistiques, font que sur 377 athlètes qui ont participé au championnat d'Algérie en 2009 en athlétisme, il y a eu 37 épreuves en filles et en garçons, et il y a eu 111 médaillés. 111 médaillés. Sur les 111 médaillés, sur le plan national de 2009, il n'y a qu'un seul qui a émergé, qui a participé à un championnat du monde. C'est un taux de déperdition énorme. Très élevé. Mais s'il est normal, il faut continuer à Non. Moi, je pose la question. Si on constate qu'il y a ce taux de déperdition énorme, et c'est ma dernière intervention, qu'est-ce qui a été fait pour trouver les raisons objectives de cette déperdition? Or, ma connaissance, au suivant. Comme dirait Jacques Brel. Revenons à vous, M. Blayat, pour clore ce débat qui est très passionnant. Par rapport à cette loi 1305, personnellement, c'est un avis... j'ai constaté que c'est vrai que les structures sont là, les tâches sont définies, etc.
Mais est-ce que c'est au ministère, à ces structures, de faire un suivi réel sur le terrain, en prenant attache avec tous les acteurs qui sont concernés par la formation des jeunes talents sportifs? Pardon, on a parté, avant de rentrer, on discutait avec M. Zachi. Rapidement. Très, bien sûr, très rapide. C'est vrai que là, au niveau du ministère, il y a maturation des idées, mais on les met sur le terrain maintenant. On peut pas, on est là, on suit. C'est vrai à travers nos structures décentralisées, mais il faudrait qu'il y ait conscience que tout le monde doit adhérer. Voilà, doit adhérer Respecter. déjà. Si vous permettez, très rapidement, M. Zachi a dit la traçabilité des athlètes. Eh bien, figurez-vous, je peux vous étonner. Actuellement, on a commencé, et même M. Hakoumé a contribué par le biais de l'École supérieure des sports, comme disait M. Zachi, c'est la traçabilité de ces athlètes. Eh bien, je peux vous dire que depuis maintenant 3 ans, on a commencé des camps d'entraînement des jeunes, qui a abouti sur les Jeux africains de Gaborone de 2014, où il y a eu une bonne participation. Il y a eu les JO à la même année. Donc, il y a eu aussi, eh ben, ces athlètes, on les a retrouvés aux Jeux africains. À la base, il y avait eu des camps d'entraînement. Donc, ça veut dire que ça commence, les consciences commencent à être... Et je peux vous étonner, pendant ces vacances d'hiver, celles qui vont venir à partir de dimanche, il y a le premier camp d'entraînement des jeunes talents de 2018. Ça veut dire qu'on est en train déjà... Je suis un petit peu content et que tout le monde adhère à ça. On prépare les Jeux africains de 2018. Ça veut dire que ces jeunes-là, nés entre 2001 et 2003, vont rentrer déjà en stage pendant 10 jours au niveau des différentes structures, les écoles. Donc, on veut arriver à ça, à cette traçabilité, qu'on connaisse ces jeunes, ça ne soit pas quelque chose de sport, mais qui s'inscrit sur la durée. Voilà. Il y a une dernière chose. On me dit que le temps qui nous est imparti est terminé rapidement. Très rapidement, il y a une chose qu'on n'a pas citée, mais qui est capitale. C'est que les Jeux Olympiques de 2020, leur préparation a commencé l'année dernière. Personnellement, c'est sous l'autorité de mon ministère que j'œuvre en ce sens, en collaboration avec les différentes fédérations, et mieux que ça. Nous aborderons ce sujet très bientôt avec Monsieur le Président du Comité olympique, ses collaborateurs, et vous serez conviés à vous exprimer sur ce sujet. Je vous remercie. Je vous remercie pour votre précieuse participation. Mesdames et messieurs, je vous remercie vous aussi. Je vous souhaite une bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Je vous retrouverai mercredi prochain. Au revoir.